Vous écoutez Crime Story, l'affaire de la veuve noire de la Côte d'Azur, 2e et dernier épisode. À la fin du premier épisode, les policiers soupçonnent Patricia Dagorn, 52 ans, d'avoir empoisonné l'homme chez qui elle était hébergée en Haute-Savoie, à Thonon-les-Bains. Robert, un retraité de 87 ans, a été transporté à l'hôpital. Les analyses toxicologiques sont formelles, il a ingéré à son insu et en grande quantité du Valium, un puissant anxiolytique. Les quantités de Valium retrouvées dans le sang de Robert laissent peu de place au doute. Mais avant de confronter Patricia Dagorn à ces nouveaux éléments, les policiers veulent en avoir le cœur net. Ils décident donc de regarder de plus près dans les affaires de Patricia et notamment dans ses valises retrouvées chez Robert. Les enquêteurs découvrent alors 7 fioles d'anxiolytiques dont plusieurs sont vides. Quand ils font état de leurs trouvailles à Patricia Dagorn, elle ne semble pas étonnée. Elle confirme que les fioles lui appartiennent et qu'elle prend ses médicaments depuis plusieurs années pour mieux dormir. Comment alors ces médicaments se sont-ils retrouvés dans le corps de Robert ? Patricia fournit une explication. Comme elle n'aime pas le goût des médicaments, elle raconte qu'elle a pour habitude de les diluer dans ses repas. Et un jour, alors qu'elle avait cuisiné pour eux deux, Robert s'est trompé d'assiette et a mangé la sienne. Sauf que les doses retrouvées dans le corps de Robert sont si importantes qu'elles impliquent nécessairement plusieurs prises sur plusieurs jours. Il est impossible qu'elles résultent d'une erreur commise une seule fois. À la fin de l'année 2012, Patricia Dagorn est mise en examen pour abus de faiblesse, violence volontaire, séquestration et administration de substances nuisibles. Elle est placée en détention provisoire et sera condamnée à 5 ans de prison pour violence volontaire aggravée, séquestration et vol sur personnes vulnérables. Elle est incarcérée dans la Loire, à la prison de Roanne. Mais pour la police de Thonon-les-Bains, l'enquête ne s'arrête pas là. À ce stade-là, Damien Delceni, les enquêteurs veulent en savoir plus sur Patricia Dagorn. Alors effectivement, ils vont se plonger un petit peu sur le passé de Patricia Dagorn. Ils vont découvrir qu'elle a une existence assez chaotique qui a démarré dès l'enfance, dans les années 60 quand elle naît. Son papa travaille chez EDF, sa maman est femme de ménage, mais il y a quelque chose tout de suite dans sa biographie qui interpelle, c'est que son père ne la reconnaît pas lorsqu'elle naît, et surtout sa maman va la confier à une famille d'accueil à l'âge de 6 mois. Donc c'est une enfant qui n'a pas de père officiel et qui se retrouve abandonnée en quelque sorte par sa mère à l'âge de 6 mois. Donc elle a grandi comme ça avec déjà un départ assez compliqué. En 1982, tout va changer quand elle va rencontrer son mari. Oui, c'est un homme qui à l'époque a 35 ans, alors il est parapsychologue, elle est beaucoup plus jeune, elle a 22 ans et elle est encore étudiante, elle étudie en licence de droit. Ils vont avoir 2 enfants, un premier en 89, un deuxième en 1991. Ils s'installent dans le sud-ouest, dans le Gers, mais oui, le malheur va la rattraper assez vite parce que son mari est violent. Il va même être condamné à 11 ans de prison pour viol et acte de barbarie sur elle. Donc on imagine que la vie conjugale est quand même très compliquée. Malgré le fait que son mari l'ait battue, violée et qu'ils soient en prison, Patricia Dagorn reste avec lui. Ouais, alors il y a une forme d'emprise et l'emprise elle est si forte qu'ils vont même aller jusqu'à se marier alors que lui est détenu pour l'avoir violée à la prison de Saint-Martin-de-Ré sur l'île de Ré, et elle va même elle s'installer dans un lieu d'hébergement qui est spécialisé pour héberger les familles des détenus justement. Donc elle peut voir son mari régulièrement, donc c'est quand même une situation un peu étrange. Son mari la viole là-bas, il part en prison et elle continue non seulement à le voir mais en plus elle finit par l'épouser alors qu'il est détenu. Et en 2002, quand il va sortir de prison, le couple va reprendre une vie commune. Mais évidemment, ça ne va pas tenir très longtemps. Les violences, elles reprennent assez vite. Et finalement, ils vont divorcer en 2005. Après cette séparation, Patricia Dagorn se retrouve seule. Et pour les enquêteurs, c'est là que débute sa deuxième vie. Celle où elle va passer de proie à prédatrice, avec comme carburant et comme mobile l'argent. Robert, le retraité de Thonon, elle l'a très certainement ciblé pour le dépouiller. C'est la conviction des enquêteurs. En scrutant les mouvements bancaires de l'octogénaire, il remarque que quand Patricia Dagorn vivait sous son toit, en mai 2012, sa carte bleue a beaucoup été utilisée pour des retraits, alors que Robert, intoxiqué au Valium, avait même du mal à sortir de son lit. La carte bancaire a fini par être avalée par un distributeur. Robert, ou plutôt Patricia Dagorn selon les enquêteurs, aurait alors écrit à la banque pour demander une nouvelle carte.
Quelques jours plus tard, la banque a reçu une seconde demande, que tout l'argent contenu sur les comptes épargne logement et assurance vie de Robert soit transféré vers son compte courant, celui auquel Patricia Dagorn a accès puisqu'elle dispose de sa carte bancaire. Les enquêteurs font alors le lien avec de nombreux papiers trouvés dans les valises de Patricia Dagorn. À l'intérieur de ce bagage, il n'y avait pas seulement des documents concernant Robert, mais aussi d'autres pièces d'identité ou documents bancaires qui ne sont pas à son nom à elle. Ils appartiennent à d'autres personnes qui s'avèrent être, d'après les recherches effectuées, des hommes plutôt âgés et fortunés. Il trouve également plusieurs téléphones portables, des contrats rédigés par ses soins, un testament en sa faveur, des reconnaissances de dettes, une lettre détaillant comment se faire désigner légataire universel, et même des cartes postales proposant une vie amoureuse sans destinataire. Quand il se présente devant Patricia Dagorn pour lui faire part de ces nouveaux éléments, cette fois-ci, elle ne sait plus quoi dire. Les policiers ont aussi vérifié si elle avait déjà été mise en cause dans d'autres affaires. Et son nom apparaît effectivement dans un dossier enregistré 1 an plus tôt. Il s'agit de la mort suspecte d'un homme survenu à Nice le samedi 23 juillet 2011. Damien, qu'est-ce que l'on sait sur cette mort suspecte ? En fait, tout commence par la découverte d'un corps dans un petit hôtel de la baie des Anges à Nice. C'est le corps d'un certain Michel, il a 65 ans, il gît sur le sol, il a la tête dans une mare de sang. Et les enquêteurs qui arrivent sur place pour constater le décès vont retrouver un sac en cuir caché appartenant à Patricia Dagorn. À l'intérieur, il y a une lettre de la victime qui donne procuration sur ses comptes bancaires. Il y a un testament manuscrit d'un certain Guy. Alors à l'époque, elle est placée en garde à vue, Patricia Dagorn, et elle explique effectivement qu'elle connaissait ce Michel, qu'elle l'a laissé se reposer tout l'après-midi dans la chambre d'hôtel. Et quand elle est revenue, il était tombé, il gisait dans cette mare de sang. L'affaire, elle va être classée sans suite relativement rapidement. Alors pourquoi ? Parce que les policiers n'ont pas beaucoup d'éléments, et puis surtout, ce fameux Michel, il est décrit par l'enquête et par des proches comme un homme assez porté sur l'alcool, qui prenait pas mal de médicaments. Donc le médecin qui a examiné à l'époque le corps dans la chambre d'hôtel, plus ces éléments-là, vont amener les policiers à conclure à une mort naturelle. Pourtant, à la lumière de tout ce qu'on sait maintenant, on peut en douter. Oui, parce que quand on voit les analyses toxicaux de ce Michel qui ont été versées au dossier, on se rend compte que il y a beaucoup de Valium, encore une fois, dans son sang, dans des quantités assez importantes. Donc effectivement, ça fait tout de suite penser à ce qui est arrivé aussi à Robert, qui lui n'est pas mort, mais voilà, il y a effectivement quand même des grosses similitudes. Le nom de cet homme, il apparaît dans les documents gardés par Patricia ? Oui, notamment dans un testament qui fait d'elle la légataire universelle de ce Michel. Les policiers établissent qu'au début de l'année 2011, Patricia Dagorn s'est inscrite dans une agence matrimoniale de la Côte d'Azur. Dans l'annonce, elle précise qu'elle cherche des hommes âgés de 50 à 80 ans, plutôt dans le domaine des affaires. Elle se décrit comme une bijoutière spécialisée dans les diamants, nouvellement installée dans la région, qui aime cuisiner et recevoir. Les archives de l'agence matrimoniale permettent de mettre les enquêteurs sur la piste d'une nouvelle victime présumée de Patricia Dagorn. Il s'agit de Francesco Filippone, 85 ans, retrouvé dans sa baignoire en état de décomposition avancée le mardi 8 février 2011 dans les Alpes-Maritimes à Mouansartou. Quelques jours avant, Patricia Dagorn avait encaissé de sa part un chèque de 21 000 €, car il voulait, dit-elle, l'aider à monter une bijouterie. Au moment de sa mort, Francesco Filippone était veuf et ses enfants vivaient loin. Il habitait seul dans une belle maison de l'arrière-pays cannois. Malgré son âge avancé, Francesco était très actif et tous ses amis en témoignent. Il avait rencontré Patricia quelques semaines auparavant. Les policiers sont convaincus que dans ce cas-là aussi, Patricia Dagorn a empoisonné le vieil homme. Mais les recherches doivent s'arrêter là. Francesco Filippone a été incinéré sans qu'aucune analyse ne soit menée puisque sa mort était considérée à ce moment-là comme naturelle. Peu importe. Pour les enquêteurs, il semble y avoir un mode opératoire et les investigations doivent continuer. Damien, au cours de leur enquête, les policiers finissent par retrouver un témoin vivant.
Oui, un homme qui vit dans le Var, pas très loin des Alpes-Maritimes, à Fréjus. Alors il s'appelle Robert Vaux et lui il a vécu environ 3 mois avec Patricia entre le 29 janvier et le 20 avril 2012. Il a 84 ans à ce moment-là et il raconte, lui, qu'il est tombé amoureux d'elle. Il dit notamment qu'elle lui écrivait, qu'elle lui envoyait des lettres d'amour et que c'était alors un peu idyllique, un platonique. Et puis à un moment donné, elle s'est mise à lui demander de l'argent et là il a refusé. Là, il a commencé à décliner ? Ben oui, c'est le scénario qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire qu'il explique qu'il s'est senti fatigué, puis que même ses propres amis le trouvaient un peu mal en point. Et le 6 avril 2012, il se rend, il prend rendez-vous chez son médecin traitant qui lui prescrit des examens. Et là, c'est un peu la douche froide quand il a les résultats parce qu'il apprend qu'il est en quelque sorte intoxiqué au Valium, alors qu'aucun des médicaments qu'il prend normalement pour des traitements différents ne contient de Valium. Donc il a du Valium dans le sang alors qu'il n'est pas censé en prendre. Est-ce qu'il fait tout de suite le lien avec Patricia ? Il sait qu'elle a déjà essayé de faire changer son testament directement auprès de son notaire, donc ça lui a quand même mis un peu la puce à l'oreille. Donc il comprend qu'elle se moque un peu de lui, et c'est comme ça qu'il met fin à leur relation, et c'est sans doute ce qui va probablement lui sauver la vie. Alors qu'elle purge déjà une peine de prison de 5 ans pour vol, escroquerie et séquestration à l'encontre de Robert, Patricia Dagorn est extraite de sa prison pour être entendue à Nice le lundi 29 juin 2015. Elle est à nouveau mise en examen, cette fois-ci pour empoisonnement avec préméditation, assassinat et administration de substances nuisibles avec préméditation sur personnes vulnérables. Les victimes sont les 2 hommes décédés, ainsi que Robert Vaux, le premier témoin retrouvé, et Ange Picciota, 82 ans, un autre retraité niçois qui a également croisé la route de Patricia Dagorn. Elle avait mis un anxiolytique puissant dans ses plats le jour de Noël 2011. Le 15 janvier 2018, son 2e procès s'ouvre devant les assises des Alpes-Maritimes à Nice. Patricia Dagorn devra répondre de plusieurs empoisonnements avec préméditation. Cette cinquantenaire, qui a déjà purgé une peine de 5 ans de prison pour des faits similaires, est actuellement en détention préventive. Pour autant, son avocat explique que sa cliente qui conteste les accusations ne doute pas d'être acquittée. Elle est tout à fait confiante parce que, si vous voulez, elle a bien compris que le dossier est plus un dossier sur lequel on a imaginé qu'elle ait pu commettre les faits qu'on lui reproche aujourd'hui parce qu'elle avait déjà commis des faits sensiblement identiques par le passé, et elle a conscience que l'accusation manque considérablement de précision. C'est une femme frêle, aux cheveux ternes et en survêtement qui s'avance à la barre. Elle a désormais 55 ans. Surnommée la veuve noire par les médias, elle ne reconnaît aucun des faits qui lui sont reprochés. Patricia Dagorn est condamnée à 22 ans de réclusion criminelle. Condamnation dont elle fait appel. Dans le procès en appel de Patricia Dagorn, les jurés de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône n'ont donc pas suivi les réquisitions. L'avocate générale avait en effet réclamé 30 ans de réclusion criminelle à l'encontre d'une femme qu'elle estimait dangereuse. Finalement, le verdict tombait en milieu de journée est de 14 ans de prison, soit 8 de moins que lors de son premier procès à Nice. La cour d'appel d'Aix-en-Provence la reconnaît coupable des empoisonnements de Robert Vaux et Ange Picciota, mais contrairement au premier jugement rendu, elle acquitte Patricia Dagorn pour l'assassinat des 2 autres. Face à une avocate générale qui parlait d'elle comme d'une personne pleine de haine à l'égard des hommes et obsédée par la volonté de faire main basse sur leur richesse, l'accusée, elle, n'avait jamais cessé de clamer son innocence. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Avec à la production Thibault Lambert et Emma Jacob, à la réalisation Julien Moncouquiol et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode raconté avec Damien Delceny et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.